Allons-y, bonsoir à tous. Vous êtes en direct sur Quelle Comédie, l'émission consacrée à l'actualité de la comédie française. Je suis Béline Dola, Arthur Lenoir, et comme tous les lundis, derrière la caméra. Ce soir, nous avons un peu bataillé avec la technique, d'où ce petit retard. Nous sommes, Arthur et moi, entourés de trois éminents sociétaires. Bonsoir Coralie Zaonero. Bonsoir Thierry Ancis. Et bonsoir Guillaume Gallienne. Bonsoir. Merci d'être resté avec nous. Alors dans 8 jours précisément, les théâtres vont peut-être rouvrir et la troupe va peut-être remonter sur scène. Vous allez peut-être remonter sur scène. Thierry Ancis, vous êtes dans la distribution de 100 familles. Vous répétez actuellement, mise en scène Léna Bréban, Coralie Zaonero et Guillaume Gallienne. Vous retrouverez votre malade imaginaire. Mise en scène de Claude Stratz. Vous serez peut-être en tournée avec votre singuliste Dario Fo. Donc avant de rentrer dans le vif de sujet c'est Molière et c'est l'école des femmes. Vous êtes dans quel état d'esprit à ça de la possible reprise Un état d'esprit, à ça du plateau. Un état d'esprit prêt, on va dire. Et puis voilà, énergique, on garde l'énergie. Il ne faut surtout pas laisser s'étioler l'énergie, je crois. Il faut garder l'envie. Et on a très envie. On attend le moment. On est sur des starting blocks. Et le coup de feu ne part pas. C'est un peu comme un problème technique, quoi. Le coup de feu ne C'est part notre pas. petit problème de tout à l'heure. Ouais. Voilà, donc on attend. On va voir les décisions prises. On va voir les mesures entérinées par le gouvernement. Et puis voilà, dès qu'on peut jouer, on joue, évidemment. Et vous répétez. Et on répète. Il y a un moment où on va s'arrêter de répéter, parce qu'on est vraiment prêt quand même. Mais, À force. on est vraiment prêt. Donc voilà, là on a fait, pour 100 familles par exemple, on a fait un petit break d'une dizaine de jours, parce qu'on devait préparer le spectacle pour le 3. On a appris qu'on pourrait peut-être jouer le 15. Donc on a pris 10 jours, on recommence en fait à répéter demain, mercredi. Donc une petite semaine avant. C'est bien quand ça se dépose un peu avant. Oui, c'est bien. Avant une première, après. Puis il s'occupe, il fait Arnolphe en attendant. Ou Voilà. Comme ça. Ouais. Un peu, un petit rôle. Voilà. Voilà. Enfin, oui, je pense que tout le monde est très en vie et que tout le monde est très voilà. Hâte. Alors, en parallèle des répétitions et avant ce retour attendu sur le plateau, la comédie d'automne, c'est-à-dire la programmation en ligne de la comédie française, continue et chaque soir, du mardi au vendredi, vous l'avez tous fait à part vous, pour l'instant Thierry, la troupe lit À la recherche du temps perdu de Proust et tous les samedis, à 20h30, une représentation de théâtre à la table est diffusée. Alors c'est un exercice sur le fil que ce théâtre à la table, parce que vous avez 5 jours pour préparer un texte et en faire, sinon un spectacle, en tout cas un objet théâtral hybride, qui n'est ni une lecture classique, ni une séance de travail, ni une répétition filmée. Exactement, c'est tout ça à la fois et à chaque fois c'est quelque chose de différent. C'est ça qui est très beau dans ce qui est en train d'advenir. C'est que finalement, l'objet qui arrive le samedi, il ressemble absolument pas à celui qu'il y a eu la semaine d'avant, parce que c'est une autre pièce, c'est une autre équipe, et finalement les choses s'inventent, et c'est ça qui est vraiment très, très excitant en fait à créer. Cette semaine, c'est vous qui officiez, Coralie Zaonero, en tant que directrice artistique. C'est comme ça que ça s'est appelé jusqu'à présent. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Mais c'est quand même un début de mise en scène, on est quand même dans une intention. Une conception, une invention, une conception avec les contraintes qui sont, c'est à la table et c'est une lecture, d'accord. Ce qui est particulier dans celle-ci, c'est que l'œuvre, c'est l'école des femmes, d'accord, mais la distribution, il y a beaucoup d'acteurs qui ont joué les rôles. Et c'est vrai que ça, bon, il y a eu Bajazé, mais c'était carrément le spectacle qui a dû se faire dans les conditions Covid, mais il y avait des acteurs qui savaient, voilà. Mais après, par exemple, le Lagarce, quand ça s'est joué, c'était pas du tout les mêmes acteurs. Et donc c'était vraiment... Et bien là, on a à la fois des acteurs qui n'ont pas joué les rôles. Guillaume n'a pas joué Chrysalde, mais par contre, Thierry a joué Arnolphe, Adeline Dermy a joué Agnès, et Stéphane Varupen a joué Horace, pas ici, mais avec Jean-Pierre Vincent, et ici joué Alain. Donc le fait que Daniel Lebrun, Jérôme Pouline n'ont pas joué les rôles, Didier Sandre a joué Arnolphe, mais pas Oronte, et Alexandre Pavlov n'a pas joué non plus les rôles. Donc c'est comment on harmonise tout ça et comment en même temps il y a une telle déjà compréhension de la pièce par les acteurs
que dans les 5 jours, l'idée c'était pas de dire alors qu'est-ce qu'on raconte, quels sont les enjeux, ils le savent déjà. Donc c'est de pouvoir, on peut avoir l'ambition de proposer un véritable objet filmé. C'est une proposition d'Éric Ruff, l'administrateur général, ou c'est vous qui avez choisi de rester dans votre séquence Molière, puisque vous faites... Non, c'est Éric en fait qui vous a proposé. Je crois que c'est au programme de l'éducation nationale cette année et que c'était plutôt... Programme du bac. Oui, c'était très très bien qu'on puisse... ça fait partie de dans la main l'éducation nationale. C'est très important que du coup, voilà, on se penche là-dessus et on offre cet objet-là en plus pour les étudiants. Et du coup, c'est vrai que ça s'entend, le texte s'entend d'une manière incroyable avec le fait que les caméras soient là. Et je vous laisse le soin d'expliquer le propos de cette pièce, puisque c'est un blockbuster du théâtre. Ça, mais... c'est sûr. Le propos de cette pièce, après on l'analyse toujours d'une façon ou d'une autre. C'est un homme terrifié par l'idée du cocuage. Je crois terrifié par son rapport à la femme. Il a un rapport à la femme extrêmement violent dans sa réticence à la femme et dans son... Il a une telle diatribe sur les femmes, une telle violence quand il parle des femmes qu'on se dit que c'est poussé à ce point, il y a un problème. Enfin, il y a un gros background de cet homme-là dans le rapport aux femmes. Et c'est vrai qu'il arrive à des visions d'une telle misogynie que ça pourrait en faire un monstre, mais encore une fois, il y a quelque chose de maladif et quelque chose à mon avis, très très rentré, très profondément douloureux pour arriver à cette violence-là. Ce qui ne l'excuse pas, ce qui n'excuse pas du tout sa misogynie et sa violence. Et donc cet homme-là, terrifié par le cocuage, décide d'élever une enfant, une petite fille qu'il voit dans un village dont il dit qu'il a conçu de l'amour pour elle alors qu'elle avait 4 ans. Et donc il décide de l'élever dans un principe d'ignorance, dans un principe de retrait du monde, dans un principe il la cloître dans l'ignorance. Après c'est aussi une comédie, c'est-à-dire qu'il dit qu'il rêve d'en faire une parfaite idiote. Voilà, il s'émerveille quand elle dit les plus grosses stupidités du monde. Enfin, c'est très très bien parvenu ce garçon. Et donc il l'enferme, sauf que voilà, la nature joue son rôle, elle tombe amoureuse d'un jeune garçon qui passe, et puis elle va déjouer tous les plans de cet homme qui a tout fait pour se l'approprier, pour se la garder, pour en faire la sanctuarisation de son amour en fait. Et donc voilà. Et donc elle le laisse encore plus douloureux et plus fou que... C'est une comédie grinçante. Hein. C'est une comédie noire, oui, bien sûr. C'est le grand succès de Molière, je crois. Comme toutes les comédies de Molière, il n'y a aucune comédie de Molière qui soit une comédie parfaitement drôle. Il y a des comédies plus légères que d'autres, mais des comédies comme... oui, c'est pas une farce. Appel du misanthrope, une comédie. Il y a un bout de farce parce qu'il y a l'idée du cocu, et puis il y a une comédie de mœurs parce qu'il y a... Et même dans l'École des Maris qu'on avait travaillé avec Coralie, c'est pris sous le terme farce. Mais en fait, la violence des personnages les uns envers les autres et la douleur des personnages face au bouleversement amoureux, souvent le bouleversement amoureux, est une catastrophe humaine. Ça les laisse laminer. Donc évidemment, c'est farcesque parce qu'ils se retrouvent dans des positions absurdes, mais ils luttent comme des damnés pour essayer de survivre, en fait, pour essayer de survivre à leurs démons et à leurs souffrances. Il y a quand même aussi un fantasme très masculin de vouloir pour femme une vierge, quelqu'un qui soit pure, blanche, souillée par rien. Et ça, c'est quand même très très fort. Et il la garde pour lui tout seul. Et c'est quelque chose d'extrêmement actuel. Et on peut entendre, et là vraiment, dans ce dispositif, c'est fou comme on entend ça, c'est-à-dire il la veut pour lui tout seul, parce que comme ça, elle est préservée. Après, sa descendance, voilà, il y a cette chose-là qui pèse. Et le religieux arrive, et ce qui lui dit toutes ces maximes, c'est à ces règles, qui sont des règles et des valeurs qu'on peut entendre aujourd'hui dans des règles et des valeurs religieuses, la bloque, et le corps de la femme est enfermé et appartient à l'homme et doit se soustraire absolument au monde. Et c'est ce délire, car Arnolphe est un délire en fait qu'on entend, enfin, qui dans le monde existe. Et comment l'intelligence de cette femme qui est Agnès, comment à l'intérieur de ça, elle est tout le temps dans
dans la vérité de ce qui se passe, dans le réel. Elle lui dit le réel, c'est ça. Et comment lui doit réagir face à ça. Il ne le supporte pas, mais elle ne fait que ça. Lui dire, mais le réel, il est là. Et ça, c'est absolument bouleversant dans la pièce, et je trouve que là, ça s'entend d'une manière incroyable. Alors, Coralie Zaonero, vous avez joué dans Hors-la-Loi, mise en scène de Pauline Bureau, qui est une pièce pour faire court, sur le procès de Bobigny, et dont les répercussions ont eu, entre autres, ont abouti entre autres à l'adoption de la loi Veil pour l'avortement. Vous venez de participer à l'adaptation du documentaire de Delphine Seyrig, Sois belle et tais-toi, par Françoise Gillard, dans le cadre du théâtre à la table. Françoise qui jouait Gisèle Halimi dans Hors-la-Loi, et je jouais Delphine Seyrig. Et exactement, vous jouiez entre autres Delphine Seyrig. Là, vous jouez Jane Fonda, non, c'est ça? Jane Fonda, c'est ça. Vous creusez le sillon du féminisme. L'école des femmes, on peut dire que c'est une pièce féministe? Je trouve d'une manière incroyable. Ouais. C'est-à-dire que là, je redécouvre, en me penchant sur la pièce, on a travaillé tout le week-end plongé dans la pièce, en entendant Adeline tout à l'heure. Adeline Dermy qui joue Agnès. Bon, elle n'est pas du tout innocente, c'est-à-dire ils la prennent comme ça, mais en fait, elle pose des questions. C'est une femme qui pose des questions et que des hommes maintiennent dans l'ignorance. C'est ça qui est incroyable et qui est très fort, et qui, je pense, est d'une modernité incroyable. C'est-à-dire qu'ils ont peur qu'elle sache. Sauf que son intelligence fait dès qu'il y a le cœur, et là c'est le génie de Molière, c'est-à-dire c'est le cœur qui apprend, et à partir du moment où ça naît, plus rien ne l'arrête. Et elle est prête à mourir, c'est-à-dire qu'elle lui fait face, elle lui dit quand même le réel, je ne t'aime pas, je n'ai pas de désir pour toi. Il fait plus en 2 mots que toi avec 3 monologues, quoi. C'est d'une violence inouïe, et l'homme ne la fera pas plier. Et dans le Delphine Seyrig, justement, il y a Rita Lang qui dit oui, l'homme, il faut plier la femme, qu'elle soit bien en dessous pour pouvoir exister. Non, il n'arrivera pas à la faire plier. Là. J'ai une réplique d'Arnolphe, alors soyez magnanime, parce que je vais la lire. Dans un petit couvent, au sujet d'Agnès, dans un petit couvent, loin de toute pratique, je la fis élever selon ma politique, c'est-à-dire ordonnant quel soin on emploierait pour la rendre idiote autant qu'il se pourrait. Ça, c'est au tout début, je crois. Oui, c'est la première scène. C'est exactement ça dont il s'agit. Il imagine, il vit dans un monde irréel, où on pourrait façonner les gens. Non, il connaît très bien, je crois qu'il est très conscient du monde dans lequel il vit. Il est très très conscient du monde dans lequel il vit. Il n'aime pas le monde dans lequel il vit, il n'aime pas les valeurs du monde dans lequel il vit. Et il souhaite les contourner. Il souhaite créer son propre monde, son monde utopique, oui, sa relation amoureuse utopique, c'est sûr. Il a peur, tu dis très justement, il a peur de la femme. Il a peur de la femme, il a peur des réactions de la femme, il a peur de la personnalité de la femme, il a peur de la vérité, de l'intelligence de la femme. Et donc il veut la briser, la formater, l'enfermer dans le carcan qu'il a. Et en même temps, c'est de ça dont il tombe amoureux. C'est là où c'est vertigineux, c'est quand même au moment où elle naît véritablement à elle-même et qu'elle devient une personne qui du coup lui échappe, il en tombe raide. Et c'est là où c'est la pièce, Molière, là, il est quand même très très fort. Très très fort. Et on assiste en direct. En fait, aux deux, parce qu'Horace, c'est pareil, au début, c'est un jeune homme. C'est le jeune homme, au début, il a juste envie de la sauter, de l'emmener, potentiellement comme une autre. Mais quand il voit comment elle se conduit, c'est-à-dire qu'elle, c'est une héroïne, elle est extraordinaire. Et face à ça, il est bluffé, Horace. Et là, il dit, je l'épouse. Pas de problème. Et je peux passer toute ma vie avec elle, et je la tromperai pas, elle est juste extraordinaire. Et pareil, et donc on assiste à 2 hommes qui sont face, tout le monde dit que c'est une oie blanche, mais pas du tout en fait. Elle est juste d'une profondeur inouïe, d'un rapport au réel à ce qui se passe, elle est juste sans peur, et elle assume tout. Et là, ils sont tous par terre en fait. Et c'est pour ça que moi je trouve que c'est une pièce féministe, mais alors il leur fait faire un discours de misogynie en 1662. Incroyable, et en même temps, le fait qu'il y ait Agnès en face fait qu'on dit mais Molière n'est pas misogyne, parce que pour faire parler une femme comme il l'a fait parler, pour la faire agir comme ça, il est partout, quoi. Et là, c'est ça où c'est un génie absolu. Enfin, je suis bluffée par. C'était votre première séance aujourd'hui de travail ? Oui. Vous en avez fait cette lecture-là quand vous leur avez expliqué quel était le projet ? Non, dans le travail en fait. Dans le travail, elle avait à peu près, tu avais à peu près réparti les places, expliqué. Sans dévoiler. Synthétique. C'est un dispositif des tables puisqu'on a que. Après, on s'est lancé dans la lecture et ma foi, c'est fait extrêmement de façon très fluide où
à l'intérieur de la lecture, il disait, là, ce serait bien que tu tournes, que tu sois face caméra, que tu rejoignes les autres, que tu changes de table et tout, mais ça s'est fait de façon très fluide, et la lecture, c'est plutôt très bien. C'est-à-dire qu'ils savent déjà, ils ont les personnages. Moi, j'essaie juste d'ouvrir quelques autres petites portes, potentiellement, qui dans le travail qu'ils ont pu faire avec Jacques Lassalle, qui sont déjà là, de toute façon, parce que les personnages ne sont pas ambigus. De toute façon, les personnages sont très clairs. La violence qui est dite, l'amour qui est exprimé, la souffrance qui est exprimée, l'intelligence, la vérité, tout est clair. Après, c'est sûr que c'est comme dans toute mise en scène, sans détourner du tout le propos de Molière. Simplement, Jacques parfois avait ouvert plus Jacques la porte. Lassalle, avec lequel vous avez avec qui on avait créé le travaillé, spectacle, peut-être ouvert plus ou mis l'insistance plus sur tel axe. Toi, tu ouvres la porte sur tel autre axe, ce qui n'empêche pas l'autre axe d'exister. C'est surtout qu'avec une caméra ici, c'est exactement ce que la caméra prend aux acteurs quand ils sont en tête à tête, je pense que ça permet aussi aux acteurs de jouer des choses et de mettre à jour des choses qui sont peut-être un petit peu plus compliquées au théâtre ou qui se font différemment. Et là, vraiment, on peut être dans cette profondeur-là, dans ces abîmes. Moi, je trouve cette pièce, c'est le gouffre. On glisse dans le gouffre de ce misogyne, de cet homme, et on va dans sa folie, non ? Dans sa folie, dans sa maladie, mais on est en plein dedans. Puis le dispositif, chemin des tables, comme il y a une immobilité, très peu finalement de mouvement, ça permet d'être dans sa tête, en fait, concentré, et des fois on est dans son fantasme. En même temps, c'est une langue difficile, Molière, quand même. Les Alexandrins. Les Alexandrins. Elle est tortueuse, non ? C'est la prose, c'est difficile. Les Alexandrins de Molière sont très simples. Il y a quelques mots dans plusieurs sens. Il y a quelques inversions. Ce qui est compliqué chez Molière, c'est la prose. Il est latiniste, effectivement. Ouais. Et donc là, l'école des femmes, c'est une langue qui vous semble plus facile qu'un Racine très clair. Elle est très simple à mémoriser, par exemple. Oui, le vers, oui. Le vers est très pas simple. La prose. La prose, il faut avoir fait du latin. Parce qu'il est latiniste, et le fait qu'il fait presque des déclinaisons en français comme en latin. Oui. Donc il y a beaucoup d'inversions. Donc c'est compliqué à... Il y a parfois des phrases en prose qui font un paragraphe entier. Une page, c'est vrai. C'est sûr que trouver les incidences et trouver l'axe fort de ces phrases-là, alors que la structure d'Alexandrin est beaucoup plus claire et amène directement le sens. Après, il faut ouvrir, fermer, classique, mais elle n'est pas complexe. Comment est-ce qu'on, à la table, c'est-à-dire sans le corps ou presque, on arrive à faire passer tout ce que vous disiez et à rendre audible une langue et des mots qui ne le sont peut-être plus. Juste l'émotion, plutôt. L'émotion, il faut se laisser. Parce qu'il n'y a pas le concret du corps. Non, ça ne passe pas. Non, c'est des signes. Il y a des signes. En fait, il faut que les situations puissent être racontées quand même. Donc c'est pour ça que j'ai proposé un dispositif qui permette que les gens suivent alors qu'il n'y a pas de déplacement trop et que parfois il faut souligner l'énergie. En effet, il y a des choses où on sent bien que théâtralement l'énergie doit être un peu plus renforce une attaque ou de tirade. Et là, en effet, on se le reprécise parce qu'à la table, on a tendance à un peu uniformiser l'énergie. Mais à part ça, on l'entend comme on nous entend, j'espère, maintenant en train de parler. C'est-à-dire qu'on comprend quand même le sens. Et parce que après, la caméra va aller chercher d'autres choses, j'imagine. Comme dans un gros plan, il n'y a pas l'énergie du corps pour faire passer l'émotion. Pourtant, l'émotion passe. On peut laisser passer une émotion en étant parfaitement immobile sur une chaise. Mais avec une langue qui n'est pas... qui n'est pas si facile. Elle n'est pas complexe. En fait, comme beaucoup de langues, elle devient très compréhensible à partir du moment où nous la comprenons. À partir du moment où c'est un texte que vous connaissez tous, que vous avez éprouvé. Non, moi j'ai jamais. Enfin, cette langue, oui. Après ce texte, moi j'ai jamais joué Chrysal, mais c'est pas grave. Enfin, on travaille. Ça demande un peu de travail. On apprend vite le sens. Après, il y a des sens qui sont plus complexes, mais dès que nous l'avons intégré, forcément la personne. Mais souvent avec Molière, d'ailleurs, les jeunes, souvent quand ils sortent d'ici, ils disent mais vous avez changé le texte, c'est pas possible. Tellement ça leur semble moderne. Ouais, ça leur semble tellement moderne. Là, c'est pas possible. Encore de ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est il faut dire qu'on on a l'habitude depuis pas mal d'années aussi, non seulement à jouer Molière, mais ce que je veux dire, depuis pas mal d'années,
on n'envisage plus Molière, Oui. on l'envisage d'une façon très très humaine, Oui. très Depuis Roussillon, déjà. concrète, depuis Roussillon, Ouais, depuis très Roussillon. concrète, ce qui fait que Molière n'est plus du tout envisagé Avec des jabots et des jabots, rubans. des dentelles, des Après, là, ce qui est rabats. intéressant, c'est qu'on n'est pas Stéphane Braunschweig l'a monté, par exemple, et pour le travail, j'ai regardé, et c'était très moderne, sa scénographie, donc il a Salle de sport. Voilà, enfin, donc, c'était- ouais. en fait, une situation tout très moderne qui permet d'entendre le texte, ils sont habillés moderne, etc. Le fait d'être à la table, qu'il n'y ait rien, aucun artifice, c'est dans le texte, uniquement dans le texte, qu'on doit trouver la modernité pour qu'en effet des jeunes gens qui vont passer le bac, potentiellement si d'un coup ils regardent cet objet visuel, ça leur parle. Mais moi c'est ça qui me mène, c'est de dire voilà, il faudrait que tous ces jeunes en regardant cette captation, ils comprennent tout, Comprennent les et enjeux. et puis surtout que ça leur parle terriblement d'eux-mêmes et des garçons de leur peur, de leur rapport à la femme, aux filles, et aux filles que ça leur donne de la force de faire face. Enfin, moi j'ai vraiment très envie que cette lecture-là, le fait qu'il n'y ait justement rien autour qui aide à une modernité, rende Molière au centre du jeu, quoi. C'est le rôle on va rentrer dans des questions profondes, c'est le rôle de la comédie française que de faire résonner avec l'époque des pièces canoniques comme celle-ci. C'est le rôle du théâtre. Théâtre, exactement. Ouais. Pas le rôle de la comédie française. On a la chance d'être, par l'alternance, d'avoir énormément de propositions de possibilités de travail, de possibilités différentes d'envisager le théâtre. On rencontre des metteurs en scène comme tous des mondes et des univers différents, ce qui fait que nous sommes très habitués et on a la chance de pouvoir jongler avec des univers, enfin jongler c'est un mauvais mot, mais de pouvoir s'enrichir d'univers tellement multiples que évidemment on peut se concentrer très fort et de façon très précise sur le sens. Mais au niveau de la modernité du théâtre et de l'expression du théâtre et du théâtre dans la société, parce que c'est bien ça dont il s'agit en l'occurrence, je crois que c'est juste la mission du théâtre, de tous les comédiens, de tous les acteurs, de tous les metteurs en scène, de tous les théâtres. Voilà. Parce que si les œuvres du passé ne rejoignent pas à un moment donné le présent, c'est stérile, c'est-à-dire si on est dans la tradition si une absolue œuvre du du passé jeu. ne rejoint pas le présent, c'est que c'est pas une œuvre, déjà. Parce que Oui, on peut complètement Molière, l'œuvre de Molière. on peut l'œuvre. L'enfermer dans de la muséologie, oui, Ah mais oui, bon. ça, mais l'œuvre en soi, vous en foutez, oui. le texte en soi ne change pas. C'est-à-dire que le principe des pièces, des grandes pièces, des grands auteurs, c'est que ce sont des êtres humains qui écrivent sur leurs sentiments. Les sentiments n'ont pas changé. Un homme qui souffrait au XVe siècle, il souffre encore aujourd'hui de la même manière pour les mêmes raisons. Donc il a peur de la mort à l'époque, aujourd'hui aussi. Il a peur de perdre ses enfants, il a peur que sa femme le trompe, il a peur et les femmes de la même manière. Donc les sentiments humains n'ont pas évolué. Si, ils ont évolué, bien Après, sûr. Mais là, la part qu'on donne aux femmes dans le théâtre qui est en train d'évoluer. oui, Heureusement, il était temps. oui, bien Mais sûr. c'est dans le d'autant nombre plus de fort, rôles, c'est là et- que nous parle Ouais. Molière. C'est-à-dire, Ouais, bien sûr, disait, moi, on je est plus parlais vieux que pas de ça, Shakespeare, je parlais- on est plus vieux que je parlais- Molière, mais quand on voit comment Molière parle justement de L'assujettissement. ce que peut faire l'amour quand un homme aime quelqu'un qui ne l'aime pas et qui comprend pas et qui veut être aimé et qui fait tout pour être aimé et qui n'y arrive pas, je pense que c'est encore plus fort de dire waouh, en fait c'était déjà comme ça. Enfin, ça n'a pas changé. C'est la nature humaine. Ça nous apprend du coup sur la nature humaine et c'est des fois encore plus fort, je trouve, quand ça vient d'un théâtre classique que d'une chose qui Oui, a la été écrite catharsis est encore plus aujourd'hui. forte en fait. Je trouve, Grâce au temps qui oui. nous sépare, l'effet de catharsis est beaucoup plus fort. Et avec une écriture qui est celle de Molière en plus, où quand d'un coup le sens, on a l'impression que c'est nous, voilà, j'aurais pu le dire ça. En fait, l'effet, il est, pour moi, c'est un Décuplé. effet, mais décuplé, oui. Qu'est-ce qu'il y a vous jouez Argan, donc dans le Malade imaginaire, qu'est-ce qu'il y a d'aussi contemporain dans cette pièce, dont le propos est totalement différent? L'hypocondrie, oui, elle a traversé les âges et la peur de la mort. Il y a un ressort comique. La peur de la quand mort, même. elle est universelle, la peur de la douleur, la peur de la mort, et c'est ça, c'est cette angoisse-là surtout, et comment il trouve des soulagements à pratiquement rien, tellement il angoisse, tellement il... ça perdure. Alors là, pour le coup, c'est homme, femme, tout le monde. Cette peur-là, bon, elle est universelle. Ce qui est dingue, c'est à quel point il connaît cette pathologie.
parce que pour des raisons familiales, je la connais de près aussi, et c'est impressionnant à quel point il connaît la pathologie de l'hypocondrie, mais parfaitement. Le rapport d'Argan, pas seulement à la mort, mais à sa fille, à sa femme, à sa fille, à son caca, toutes ces obsessions, tous ces trucs-là. Bon, après, chez Argan, étant donné que c'est la dernière pièce, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui réunit. C'est la dernière pièce de Molière, c'est la pièce. Il a joué Argan. Il y a quelque chose de testamentaire, c'est évident. Et puis parce que c'est un personnage où on retrouve une scène entière du Géronte de Scapin, où on retrouve du Harpagon, où on retrouve du Sganarelle, c'est assez impressionnant, même du Jourdain. Là, on retrouve du Alceste. Nous, la scène à Arnold Chrysal, on retrouve vraiment du Alceste Philinte. Enfin, bon, il y a ces vases communicants-là qui sont très forts dans le Malade. Là, il y a vraiment beaucoup d'œuvres qu'on peut retrouver. Et puis cette chose testamentaire où il n'arrête pas de dire dans 4 jours, et il est mort en jouant la 4e représentation. Le fait que le faux médecin lui dit c'est du poumon, vous êtes malade, tous les autres sont nuls. Or, en effet, il était malade du poumon. Enfin, et puis surtout cette scène incroyable avec Bérald où il parle de la médecine, du rapport qu'on a avec la médecine, avec les médecins, et qui est un dialogue vertigineux à entendre aujourd'hui, parce que c'est exactement ce qu'on ressent avec tous ces médecins en désaccord les uns avec les autres qu'on a vu sur cette chaîne continue, parler du coronavirus en disant tout et son contraire, et là on vit exactement la même chose, sauf que c'était au XVIIe siècle, et ça n'a pas changé, ça n'a pas bougé d'un iota, même si la science heureusement a fait des progrès, et puis avec cette fin de scène incroyable où il dit mais moi si j'avais Molière en face de moi je lui dirais crève, et il se dit ça à lui-même. Enfin, il a un rapport. Non, mais ce qui est impressionnant avec Molière, c'est le recul, la hauteur qu'il a en étant absolument le plus près possible de chacun, et il défend chacun tout le temps. Il donne toujours des raisons de moquerie de l'un ou l'autre, mais il va défendre les deux. C'est jamais noir ou blanc. Il y a les deux qui se répondent, et il donne raison aux deux, mais il a une humanité qui... Oui, mais cette intelligence, ce génie-là, il est beaucoup dans cet aspect-là de son écriture, de toujours défendre tout le monde. Il défend Arnolphe. Arnolphe n'est pas un monstre cocu. Il le défend, n'est pas qu'un monstre cocu. Ce n'est pas qu'un monstre, il y a des scènes bouleversantes, et comme tu dis... Ça se tombe amoureux, en fait, c'est la souffrance quand il tombe, qu'il supplie Agnès de l'aimer, je retrouve exactement Alceste qui tombe, qui dit, eh bien oui, Cruel, qui tombe au pied de Célimène, enfin oui, Jacques Brel ne quitte pas, enfin c'est toujours ce... Voilà, oui, il le défend. Il y a un seul personnage qui ne défend pas, je crois que c'est Tartuffe. J'ai l'impression qu'il ne le défend pas. Parce qu'il le dénonce. Tartuffe, c'est Rollo Dévaux qui le dénonce. Il dénonce l'hypocrisie au travers de Tartuffe. C'est-à-dire qu'il oui, mais en même temps, c'est un bon personnage pour lui, qui regroupe un certain nombre de ses obsessions. Oui, bien sûr, évidemment. Le mariage arrangé, l'assujettissement des femmes. Il y a de lui surtout. Dans Arnolphe, il y a quand même un truc un peu personnel, quand même. Un vieil homme qui ne veut pas... Après, il prend ce qu'il est, et puis il en fait du grotesque, il l'exagère. Il s'est marié avec une très jeune comédienne. Il y a avec sa belle-fille. Avec sa belle-fille. Sa belle-fille. Armande, c'est la fille de Madeleine. C'est la fille de Madeleine. Qu'elle était sa fille. Oui, en plus, on l'a accusé en plus. En fait, il l'a élevé. Il paraîtrait que ce serait faux, ça, car oui. Dans tous les cas, il l'a élevé, il l'a connue enfant, il l'a élevé puisque c'était la fille de sa femme. Donc, à minima, c'est de toute façon particulier comme situation. Et il y a un inceste, on va dire, psychique et psychologique. Aujourd'hui, on dirait ça. À l'époque, c'était peut-être tout à fait différent. Mais il se sert beaucoup de choses personnelles, ça c'est évident. Le Tartuffe, je crois que tu as raison. Et en même temps, il le défend dans la sincérité de son amour. C'est la même chose. C'est-à-dire que Tartuffe étant sincèrement amoureux d'Elmire, ça le défend. Oui. Enfin, c'est une vision. On peut le voir comme ça ou pas. Il peut juste avoir envie d'Elmire sans être amoureux. Oui, mais tout comme on peut décider que... Vous avez joué Tartuffe, tout comme on peut décider... Non. Mais c'est un texte que vous connaissez. Non, je pense qu'il moi je l'ai joué en cours, je l'ai fait en cours, mais... Je pense qu'il Tartuffe, c'est tout ce qu'il dénonce.
Ouais, mais je pense qu'on peut aussi le défendre. C'est le génie de Molière. On peut toujours défendre. Parce que c'est un homme qui va le jouer et qu'à partir du moment où il y a de l'humain, de toute façon, chacun peut et qu'on peut avoir. C'est sûr. Ouais. Mais heureusement, non, mais c'est notre boulot aussi de défendre nos personnages. Heureusement, il faut les défendre. Quel plaisir vous avez les uns et les autres qui joué Molière, à jouer Molière spécifiquement. On parle du texte, enfin de la langue. Le plaisir humain, parce que c'est vrai qu'encore une fois, il a été cherché tellement dans l'humain, dans la vérité, dans le concret humain, que c'en est bouleversant. Molière n'était pas du tout, quand j'ai commencé à faire du théâtre, par exemple, je rêvais de jouer Shakespeare, mais Molière ne me disait rien du tout. J'allais pas du tout. Shakespeare, c'est plus noble que Molière dans la. Non, c'est plus aventureux, c'est plus poétique, c'est plus quand on a 19 ans, on se dit, Shakespeare, ou alors Racine, les grands sentiments et tout, mais. Molière, c'est. Et en fait, Molière, non, ça m'est venu. Molière, oui, c'était les farces et tout, je crois qu'il faut avoir un peu plus de maturité théâtrale pour tout d'un coup se dire merde quand même. Molière, c'est Ce qui est magique avec Molière, c'est l'immédiateté du théâtre. Le théâtre se fait immédiatement. C'est quoi le théâtre qui se fait immédiatement? C'est quoi le théâtre? Tout interagit et entre votre partenaire et vous, et avec l'intelligence, et surtout avec le public. C'est ça immédiatement. C'est sa matière. Il se sert vraiment du théâtre, c'est comme un outil. Deux acteurs qui lisent de Racine, l'un en face de l'autre, ça va peut-être pas donner quelque chose tout de suite. Deux acteurs qui lisent du Molière, qui se mettent à lire du Molière, faut qu'il y ait un truc qui se passe. Tout de suite. Il y a de la pâte, il y a de la chair, il y a de la pâte, il y a une adresse. Il sait le fabriquer, c'est vraiment un artisan du théâtre, Molière. On sent qu'il a été un homme de troupe, qu'il a joué lui-même, qu'il connaît, il est au milieu des acteurs, et qu'il la comédie italienne, il maîtrise, et que donc il fait théâtre de tout. Et c'est ça qui est fou chez lui, et d'ailleurs à l'intérieur même des pièces, on le voit, il y a du théâtre et il se sert du théâtre comme une résolution. Pour moi, le ciel, c'est tout le temps, son ciel à Molière, c'est le théâtre. C'est-à-dire, c'est pas Dieu, c'est l'auteur qui écrit. Et en ça, il prend une place. Et donc, il est tout le temps aussi dans du double sens qui lui permet d'échapper à la censure. Il est très malin. En même temps, il dénonce aussi. Et pour moi, il le dit. Là, dans l'école des femmes, il y a plein de moments où il y a cette ambiguïté de c'est moi qui ai écrit la pièce, c'est moi qui vais décider de la fin, et je joue de tout ça. Si on se dit ça, en fait, on peut voir ça. Donc, je crois qu'il y a quelqu'un, surtout qu'il y a une maîtrise de cet art qui est quand même énorme. Oui, ça interagit immédiatement. Oui. C'est immédiatement vivant et c'est simple. Oui. C'est-à-dire les histoires sont simples, elles sont accessibles à tout le monde. C'est pas des histoires Shakespeare, pardon, mais il y a des histoires la Nuit des Rois. Il faut chercher qui est quoi, Coriolan, machin. Il faut chercher, il faut savoir. Déjà, il faut passer par la traduction. Mais le fait que ce soit simple, ça veut dire que ça circule plus avec le public tout de suite. Oui, c'est très concret. Immédiat. C'est très concret, c'est très immédiat. Il vient de la farce, il a écrit des farces, donc on sent qu'il a son écriture, elle s'est aussi travaillée au fil du temps. Il est d'abord dans des canevas assez simples. On retrouve des personnages de ces canevas de farce. Et on les retrouve après beaucoup plus construits, beaucoup plus forts. Le Sganarelle, l'évolution de Sganarelle dans son théâtre. C'est ça qui est beau, c'est que ces personnages évoluent comme son écriture. Et c'est en ça où il est. Je crois que j'ai commencé à aimer Molière, curieusement, quand j'ai vu Amadeus. Tu vois, c'est-à-dire que tout d'un coup, c'est-à-dire que tout d'un coup, on voyait Amadeus parce que ça a complètement transformé ma vision, mon écoute de Mozart. Et je crois que j'ai eu exactement le même principe de transformation avec Molière. J'ai l'impression que Mozart et Molière sont un peu Mozart qui fait de la musique extrêmement sublime, mais extrêmement populaire, accessible à tout le monde. On entend, on dit oh, c'est Mozart, c'est génial, putain, qu'est-ce que c'est chouette. Et Molière, c'est pareil. C'est pas de la musique compliquée. Le Molière de Mouchkine. C'est riche, c'est extrêmement riche. Le Molière de Mouchkine. Le Molière de Mouchkine, je l'ai pas vu, mais. C'est incroyable. Non, je l'ai pas. Mais c'est génial, il faut que tu le vois, c'est extraordinaire. Le Molière de Mouchkine. Ah oui, Cobert dans le Molière. Dès l'enfance, dès la galette des Comment il regarde les médecins en train de tuer sa mère. Non, c'est vraiment. Ouais, c'est magnifique. Ne racontez pas l'histoire. Enfin voilà, il y a quelque chose de sublime et en même temps d'extrêmement simple et d'extrêmement populaire dans le. Tu sais, il a commencé par très tôt, même ses pièces plus complexes, plus riches, plus approfondies, sont quand même des pièces qui partent du très tôt. Il n'y a
Oui, puis l'amusement. Est-ce qu'il y a plusieurs degrés de lecture? Parce qu'on s'adresse aux il y en a jeunes plein. gens. Vous disiez il faut de la maturité finalement pour apprécier jouer Molière et apprécier les. Le jouer et l'écouter, mais c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. L'envie de le jouer, je pense qu'il parlait Thierry, surtout de l'envie de Oui, le jouer. l'envie de le jouer. Mais l'écouter, c'est pour le recevoir. Non, il faut pas de la maturité. Il y a des pièces qui sont moins accessibles. Ouais, mais que un d'autres, gamin, il rit. Mais un gamin, il rit avec Molière. Un gamin de 10 ans, Oui, il va et voir puis l'école Gamarel, des Escapin. il va voir l'école des Non, femmes, mais il pas va seulement, comprendre. Argan aussi. Un gamin de 10 ans, Il y a peut-être des scènes où d'un coup ça va peut-être échapper parce qu'il y a comme une rhétorique des fois dans certaines Ouais, scènes. mais un il peu joue pointue. tellement avec Mais aussi c'est avec le tellement grotesque vivant, de l'humain. joyeux, et puis Aussi. Il se sert aussi beaucoup du grotesque. Oui, il y a toujours un personnage. Là, c'est Arnolphe, le personnage dont on rit. Mais en même temps, Mais on rit presque du hasard aussi. Regardez comment est construite la pièce. Enfin, il y a la première scène, voilà. Après, il y a Alain Georgette qui est une scène hyper drôle. Enfin, c'est Laurel et Hardy. Après, Ouais, il y a Alain Georgette. Agnès, la petite ingénue, qui est très content. Après, Horace qui se marque un petit fou. Ah, Horace. Et ça n'arrête pas. En fait, toutes les scènes, ce sont des rebondissements avec chaque fois l'autre le Arnold qui se retrouve planté, tout pantelant, avec des tas de trucs qui lui arrivent dans la tête. Il fait, mais qu'est-ce que je dois faire? Paf, il devient violent avec Alain Georgette. Puis, ça n'arrête pas au niveau du thriller. Enfin, Il y a un rythme. il y a un vrai rythme. Complètement. Il y a une intrigue, il y a un suspense. Ça s'emballe. Ça passe, il y a la nuit qui arrive, il y a l'attaque de nuit. Enfin, Après, ce qui est étonnant, par exemple, contrairement à l'école des femmes, ce qui est étonnant, par exemple, dans le Malade imaginaire, c'est à quel point Argan est un rôle d'écoute, contrairement au grand rôle de Molière. Argan, tout l'acte 2, il est en écoute. Oui, il parle très peu. C'est étonnant d'ailleurs par rapport à la maladie. Est-ce que c'était par rapport à ça? Il est tout le temps assis sur son fauteuil. Vrai, on se demande s'il n'avait pas déjà un peu anticipé, vu son état de. Le fait de ne pas avoir trop joué. Ouais. Oui, non, mais c'est très intéressant. Il est beaucoup dans l'écoute, donc c'est assez rare parce que les rebondissements font que normalement le personnage principal n'arrête pas de revenir à la charge. Il écrivait pour des êtres humains qui étaient là, il écrivait pour lui-même, comme il écrivait pour la servante qui avait un rire incroyable, enfin l'actrice. Donc il écrivait pour des êtres, et Armande pour la troupe. Et du coup, je pense qu'il règle des comptes aussi au travers du théâtre. Dans l'impromptu de Versailles, c'est quand même. Dans l'impromptu de Versailles, c'est une clarté. Il règle. Mais oui, et ça c'est quand même. Mais il aime les acteurs, il les aime. Il est acteur. Oui, mais il les aime. Il y a des acteurs qui les aiment moins. Lui, il les aime vraiment. Jouer Molière dans la maison de Molière, c'est une question un peu cosmétique, mais en même temps, c'est quoi? C'est comme quand on est chanteur et qu'on fait l'Olympia, c'est une espèce de quête, de rite de passage et d'accomplissement à un moment donné, quand la première fois que Molière est Christine Fersen n'a jamais joué en 30 ans de maison, en 35 ans de maison, je crois. Elle l'a jamais joué. Elle a fait uniquement. C'est un peu votre saint patron. Pour l'hommage à Catherine Serre, c'est tout. Oui, c'est évidemment, mais c'est vrai qu'on. Il n'y a pas de statut particulier. On peut traverser. Si, on a le buste. Il y a des bustes un peu partout. Non, mais on le touche. Il y a la fête. Non, mais on le touche tout le temps. Le buste de Molière, là, dans l'escalier, à chaque fois. Moi, j'évite, avec le Covid. Non, arrêtez de tripoter. Je peux tripoter ce buste. Oui. Tout le monde prend le buste et puis il y a de la. Non, mais l'hommage à Molière, évidemment. Il y a l'hommage à Molière, donc le 15 janvier. Le 15 janvier tous les ans, c'est le saint patron. Ah ouais. Ah bah oui, vraiment. C'est le fondateur. Et donc c'est un statut particulier quand vous jouez un Molière, quand un jeune acteur... Alors pardon, si je me permets de vous reprendre, je n'aime pas trop le côté saint patron, parce que dans le saint justement, il y a le côté que Molière, je pense, n'aurait pas aimé. C'est-à-dire justement, il ne faut pas le sanctifier. Molière, il faut pouvoir le retourner dans tous les sens, et il aurait aimé ça, c'est du vivant, c'est du théâtre. Et il n'y a pas, parce que dans le saint patron, il y a un côté le respect, et donc si on respecte, on ne touche pas. Non, il faut mettre les mains dans le cambouis, dans l'heure, il faut la... Et il permet ça. Et donc, non, surtout, ne soyons pas en train de... Non, mais c'est le patron. Voilà. Par contre, oui, c'est un exemple. C'est l'exemple de la manière dont on fabrique du théâtre. Et je trouve que... C'est un patron, mais enfin, on n'y pense pas non plus. Non. La journée, c'est-à-dire si on ne le joue pas, on n'y pense pas.
On va pas dire Molière, je viens. Je n'ai pas fait mon Molière, je suis à la Comédie Française. Non, quand même. On pense à l'auteur qu'on est en train de répéter, oui. Alors si c'est Molière, tant mieux. Si c'est pas Molière, tant mieux, parce que c'est quelqu'un d'autre. Ouais. Voilà. On se retrouve à l'hommage à Molière, on dit ses phrases, mais enfin, on ne dirait pas les phrases de Molière, on se retrouverait tous quand même, et puis on dirait autre chose. C'est pas... Voilà, Molière est La différence, Thierry, c'est que quand Eric t'appelle en disant vous dirigez la lecture de l'école des femmes dans 3 jours, tu sais que les acteurs qui vont être là, tu les connais. Oui, voilà. Et que tu vas avoir des acteurs dans la troupe qui vont vraiment tout à fait savoir de quoi ils parlent. Je pense que ça, oui, ça c'est cette maison. C'est-à-dire que oui, là, autour de la table, il y a des gens tout de suite qui vont parler cette langue. On ne va pas passer des heures à essayer de comprendre. Et que peut-être si on sortait d'ici, on ne pourrait pas en 3 jours trouver une équipe comme ça qui immédiatement parle la même langue. Et immédiatement va pouvoir faire sortir. Voilà, ça, je pense que... Est-ce que ça, c'est pas le poids de l'alternance et de la façon dont ça façonne les acteurs que vous êtes? Si, puis on a c'est-à-dire, déjà... J'ai l'impression que ce soit Lagarce ou Molière, ça arrive en fait. Ça se passe et ça se passe bien. On a ça en fait avec beaucoup d'auteurs quand même. Mais c'est vrai que... C'est aussi une grosse habitude de travailler ensemble, ouais. C'est aussi une grosse habitude du rythme et du fonctionnement ici, qu'on acquiert ici. C'est vrai que... Voilà. C'est le travail de troupe en fait. C'est un travail de troupe, ouais. C'est un travail de troupe en continu. Et puis c'est pas un auteur à l'autre tout le temps. C'est-à-dire c'est pas un travail de troupe qui répète un spectacle et qui joue un spectacle, non, c'est un travail de troupe qui se croise parce qu'il y a 4 spectacles en répétition. Et donc voilà, ça c'est la chose géniale et parfois fatigante d'être ici, mais c'est absolument génial, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça crée une espèce d'énergie, d'interaction, d'obligation pas d'obligation de résultat, mais d'obligation de rapidité. C'est même pas une obligation d'ailleurs, c'est que ça devient comme ça, c'est qu'on aime ça. C'est-à-dire que vous laissez de côté la peur, le trac, enfin il y a un moment il faut... Non, ça on ne laisse pas de côté. Non. Pour arriver rapidement mais disons à qu'il y a quelque chose, des étapes. Disons qu'il y a des étapes préliminaires qui ne sont plus nécessaires tellement. On n'a pas peur entre nous, on n'a pas de trac les uns vis-à-vis des autres quand même. Oui, déjà. Très peu. On n'est pas impressionné. Il n'y a pas d'orgueil mal placé. Je suis pas impressionné parce que tout d'un coup je joue à Guillaume et Guillaume, tu vois, Guillaume n'est pas impressionné. Je jure Guillaume tous les soirs. Je joue avec lui. Il tremble. Je jure Guillaume. Ah non, mais il m'a mis en scène. En plus, il m'a mis en scène à mes tout débuts ici. Il nous a mis en scène. Il nous a mis en scène. On faisait les amoureux dans l'école des maris. Ah, dans l'école des maris. maris. Mais c'est ça aussi qui est très joli, c'est-à-dire qu'il y a des boucles. C'est-à-dire que Thierry m'a mis en scène dans l'école des maris et c'était Jérôme Pouli qui jouait et Alexandre Pavlov. Et à un moment donné, Thierry a joué le rôle et c'est Guillaume qui a repris le rôle de Pavlov. Aujourd'hui, on se retrouve tous finalement, ce que je leur ai dit ce matin, mais il y a une partie de la distribution de l'école des maris. Et maintenant, elle est ma femme dans Malade. Enfin bon, donc elle a été déjà ma femme dans Les Trois Sœurs de Tchekhov. Oui, enfin, on a été très mariés. On a été beaucoup mariés ensemble, Coralie et moi. Nous aussi, figure-toi. Dans Lucrèce, on a été mariés. Et dans Lucrèce, on a été mariés. Elle était mon mari, mais oui, dans Lucrèce. Et oui, donc. Tout ça crée des liens. Donc forcément, oui. Non, mais c'est vrai qu'heureusement qu'on n'est pas intimidé. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression de Molière, mais en même temps, on vous donne un Lagarce, c'est pareil. On vous donne un Racine, la manière dont il a écrit. Robert Garnier. Ah, magnifique, hein. Ouais, mais alors, pas facile sur la langue. Ouais. Mais c'est pareil, j'étais assez impressionnée de la façon dont... Les camarades se l'emparent. Hippolyte, de Robert Garnier, avec une jeune Pauline Clément qui découvre ce texte, et voilà, mais en même temps, elle disait c'est facilité, parce que bon, l'équipe est sympa, je les connais bien, on a fait quelques pièces ensemble, et l'alternance. Bah ouais, c'est la magie de la maison. Bon, merci. Merci. Merci à tous les trois. Merci à vous. Merci Arthur. Est-ce que tout va bien? Il s'est battu avec le son, c'est bien passé. Beau branchement, Arthur. Alors tout de suite, je vous invite à ne pas partir puisque vous allez découvrir un petit reportage réalisé ce jour avec vous pendant vos premières répétitions. Et peut-être, Coralie, je vous laisse énoncer la distribution pour conclure. Oui, d'accord. Alors donc Thierry Ancis qui va donc jouer Arnolphe, Adeline Dermy qui n'est pas là autour de la table qui va jouer Agnès, Guillaume bien sûr va jouer donc Chrysalde. Il y a aussi Alexandre Pavlov qui joue Henrik et le notaire. Didier Sandre qui va jouer Oronte. Daniel Lebrun qui va jouer Georgette. Et Jérôme Pouli qui va jouer Alain. Et Stéphane Varupen, merci, qui va jouer Horace. Le blondin. Le blondin.
beaucoup. C'était bien. C'était bien. Bonjour Daniel. Bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien. Mets-toi à côté de moi. Plus Daniel Lebras. À côté de toi. Viens donc. C'est très bien parce que vous avez pas mal. J'ai trouvé un tablier, mais ça va pas aller. J'en ai qu'un. Ah, moi j'en ai. J'en ai un de la cuisine des auteurs. Moi j'en ai plein, mais Je me fais de bonne nuit. il est marqué le de Ouais, ça va très bien. Moi, il est marqué l'humanité, alors tu vois, c'est une connotation politique. Bonjour mon ami. Mettez-vous où vous voulez. Ça va très bien et toi? Bonjour Alexandre. Voilà, vous allez bien? Alors qu'est-ce que c'est que ça? Galère. J'ai vu tout à l'heure avec Ouais, je jouais Horace avec Jean-Pierre Vincent, ouais. Et Alain avec Vincent. Non, non. Ça va. Si elle est là. Non, parce que là, pour le coup, on est dans le costume. Mais laisse, tu verras. Mon serre-tête, l'idée du serre-tête, il est noir. Eh ben, c'est pas du tout. Ben, la coiffure, nous trouvons un serre-tête. Alors, mes amis, déjà, bonjour. Je suis ravie d'être avec vous autour de cette table et autour de cette œuvre, l'École des femmes. Oui, mais t'es de dos, c'est dommage. Mais ceci dit, ils vont te voir. Je pense qu'ils te verront. D'une manière très informelle, le principe, le fait que certains d'entre vous aient joué les rôles et d'autres non, déjà faisait qu'on abordait cette lecture d'une manière un petit peu différente. Tu as joué Arnolphe. Donc, si jamais... Oui, voilà, enchaîne. C'est ça. Donc, ça va être un petit peu hétéroclite. Ah ben voilà. Non, mais si jamais. Moi, il y a trop longtemps que je vois que je joue Agnès. Et puis le fait qu'on n'ait pas les acteurs tout le temps, qu'on ne puisse pas se poser autour de la table, et puis surtout, je pense que vous avez tous une connaissance très profonde de l'œuvre, et qu'on n'a pas à découvrir le texte ensemble pour savoir quels sont les enjeux, c'est pas le travail qu'on aura à faire cette semaine. Donc j'ai plutôt imaginé qu'on prépare le rendez-vous de vendredi, avec les petits groupes qu'on va être. Je vous ai préparé un dispositif qui va permettre de raconter l'histoire le mieux possible, le plus simplement possible, le plus efficacement possible pour la caméra. Et donc, un peu comme le principe des TG Stan quand on travaille avec eux, c'est-à-dire on est tout le temps finalement autour de la table, on mange, on boit, et puis tout le temps il y a le principe du réel, c'est-à-dire quand on dit la chose, quand on se le dit, c'est ici maintenant, et c'est ça qui est très fort, puisque vous avez de toute façon les enjeux et les personnages imprimés. Donc oui, tu sais, ça va revenir très vite. Donc dès qu'on aura fini ce petit débriefing, on va se mettre en... comme c'est la seule fois où on va être tous ensemble avant vendredi, j'aimerais bien qu'on se fasse une lecture dans ce dispositif que j'ai imaginé. Je voudrais vous le proposer, le confronter à la lecture, voir si ça fonctionne, de façon à ce qu'on puisse que vous puissiez tout de suite avoir en mémoire et noter finalement ce qui va avoir lieu, et puis que chacun se fasse sa petite cuisine avec ça. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais j'espère que ça devrait fonctionner. Encore faut-il de quoi? Oui, mais je ne vais pas te dire tout ça, parce qu'on ne va pas commencer la lecture tout de suite. Non, on va faire ça pour nous, en secret. Si tu m'en trouves un, s'il te plaît, Guillaume. Je peux en prêter. Ah, c'est vrai? Mais attention, j'en aurai besoin. Est-ce qu'ils sont désaffectés? Ah, C'est ça bon, j'ai c'est pas bon. regardé. J'assume ton collègue. Merci. j'ai encore des crayons. Des crayons encore. Parce que moi, je n'ai plus jamais Je rien. préfère, c'est plus joli. Je fais des ratures, des pâtes de bouche. Donc on ne va pas commencer Moi, je la fais des lecture tout de dessins suite. aussi. J'attends d'avoir le feu vert parce que je ne voudrais pas dévoiler en fait le principe même de la lecture devant la caméra. Oui, mais ça c'est pas mal. Garder en fait la surprise de l'objet que nous allons livrer vendredi en direct. Ah oui, on va pas Ben, dévoiler. non. Eh ben ouais. Voilà. Disons autre chose. Donc, est-ce que vous avez passé une bonne semaine mon dimanche? Donnez-moi de vos nouvelles un petit On peu. a ri. Donc Thierry bricole, Moi, je bricole. il berce, il raconte des histoires. Et nous, on a fait Delphine Seyrig. Bah, il paraît que j'ai c'était pas encore vu, magnifique et j'ai pas encore Alors, vu. Il paraît que regardez. c'était passé. C'est magnifique. Ouais, il paraît que c'est dément. Oui. Écoute, c'était C'est très bien à faire et c'était très beau à regarder. Très bien. C'est vrai. J'ai aimé beaucoup le voir. Très beau à regarder en plus. Très, très touchant. Ouais. Donc ça, c'est fait, c'est bien fait.
vrai. Oh, mais quelle beauté! Vous, ce sera votre première lecture à la table? Ah oui, c'est ça, je l'ai pas encore vu. C'est pour ça que j'ai dit à Didier, j'attends de voir ça après les vacances. C'est ta première. Steve Proust et c'est tout. Ah ouais, moi Et toi aussi. aussi. Ouais, moi aussi, j'ai lu. C'est une proue. C'est une Proustesse.